Salut à toi, aujourd'hui on va parler des points forts et des points faibles d'investir en France. On voit tout ça ensemble, je vais t'expliquer pourquoi la France reste le pays le plus intéressant pour acheter de l'immobilier locatif. Moi c'est Julien, tu me connais peut-être grâce au compte Instagram La Flouserie ou via notre podcast Quitte le Boomer Dream. Sur cette chaîne YouTube, je fais des formats plus courts pour te donner de la connaissance et te permettre d'avoir toutes les clés pour réussir tes investissements. Je suis ancien banquier d'affaires et avec ma femme Marie, on a acheté pour 3 millions d'euros d'immobilier en 7 ans. Je te donne ici tous mes meilleurs conseils pour que tu puisses réussir tes investissements, t'informer et prendre les bonnes décisions pour ta vie et tes finances personnelles. Si t'as vu ma vidéo précédente, je t'avais expliqué comment l'État français, par l'intermédiaire d'une mairie qui a trop de pouvoir, nous avait fait perdre plus de 20 000 euros en un an sur un appartement. Dans cette vidéo, on va prendre un petit peu de recul et je vais t'expliquer pourquoi, malgré ce qui nous est arrivé, on continue d'investir en France et on continuera d'investir en France et surtout pourquoi on préconise d'investir dans l'immobilier en France. Si t'es sur les réseaux sociaux, que tu regardes un petit peu l'actualité, tous les jours tu vois des mauvaises nouvelles concernant des augmentations d'impôts, des nouvelles normes qui viennent s'appliquer aux investisseurs immobiliers et des non-sens complets sur des lois qui ne sont pas appliquées, qui permettent par exemple à des squatteurs de pouvoir prendre possession d'un logement en moins de 48 heures. Malgré tous ces points qu'on va voir en détail, tu vas comprendre à la fin de cette vidéo pourquoi la France reste vraiment une masterclass pour l'investissement immobilier. On va commencer par la liste des inconvénients, ils sont plus nombreux et tu verras comment à la fin ils seront contrebalancés par un point qui est hyper important dès que tu t'intéresses à l'investissement immobilier. On va tout de suite commencer par ce qui fait le plus peur à n'importe qui n'a jamais investi dans l'immobilier, c'est tout simplement le droit des locataires et le manque d'application de la loi en France. C'est vrai que par rapport à beaucoup de pays au monde, par exemple, si tu es investisseur immobilier aux États-Unis, au Canada, si jamais tu as un locataire qui paye pas son loyer, tu peux très bien faire intervenir le shérif pour récupérer possession de ton bien en moins de quelques semaines, voire des fois quelques jours dans certains états. C'est beaucoup plus rapide d'avoir des décisions de justice et le droit est de manière générale beaucoup plus favorable aux propriétaires. En France, c'est une grosse disproportion entre le droit du propriétaire et du locataire, tout simplement parce que si un locataire occupe illégalement un appartement ou ne paye pas son loyer, on est uniquement sur de la procédure civile, donc en fait il risque pas grand chose, à part à la fin d'être éventuellement condamné à payer des sommes d'argent et en plus dans le cas où il est insolvable, en fait il n'aura jamais à payer. Alors que le propriétaire, pour le coup, si jamais il essaye de se faire justice lui-même et de récupérer son appartement, là c'est carrément du pénal avec des sanctions qui sont beaucoup plus lourdes quand c'est un propriétaire qui essaye de récupérer son bien que par exemple quand c'est un squatter qui squatte typiquement un appartement. Ça faut quand même le voir, c'est que les sanctions courues par le propriétaire sont lourdes avec de la prison possible et qui est très souvent appliquée par les juges. Bon, ça c'est un autre sujet, mais les juges en France n'aiment pas les propriétaires et n'aiment pas de manière générale les gens qui gagnent de l'argent. Bien évidemment, ça c'est un point qui est ultra important à aborder. Faut quand même comprendre que c'est relativement rare, même si nous on connaît des propriétaires qui ont été dans des situations qui ont pu arriver. Je vais pas te dire que ça n'arrive jamais non plus. Il faut savoir que quand tu sais comment t'en protéger et comment bien choisir son locataire, c'est un point que tu peux facilement éviter. Deuxième problématique majeure en France, l'urbanisme et les normes. On est dans un pays où tu ne peux rien faire sans demander à une dizaine de fonctionnaires leur avis sur une décision qui en soi ne regarde que toi. Tu veux rajouter un Velux dans ton grenier, tu veux refaire la couleur de ta porte d'entrée et direct tu vas te heurter à toute une cohorte de fonctionnaires, d'architectes des bâtiments de France, de services urbanisme, de la mairie, voire des fois de la communauté de communes. Tu vas devoir parfois dialoguer avec les services du préfet. Bref, on est dans un pays qui adore les fonctionnaires, qui adore leur donner beaucoup de pouvoir et bien évidemment ils vont pas s'en priver pour venir te mettre des bâtons dans les roues. Nous, on a déjà eu des dizaines d'histoires comme celle-là, on connaît beaucoup d'investisseurs à qui c'est arrivé autour de nous. Il y a aussi énormément de normes en France. Pas plus tard qu'hier, on s'est rendu compte qu'on avait un de nos locaux qui était bon au niveau des normes des personnes à mobilité réduite. Le fonctionnaire qui s'occupait de notre dossier nous a dit oui, c'est vrai qu'en fait finalement vous êtes bon au niveau des normes pour les personnes en fauteuil roulant. Par contre, au niveau du décret de 1980 sur les normes incendie, vous ne l'êtes pas. Et vraiment ça c'est un autre problème, c'est qu'en fait c'est très dur de connaître la loi parce qu'en fait il y en a beaucoup trop. Plusieurs normes différentes peuvent s'appliquer à une même situation. Des fois même la loi peut être mal rédigée, voire ne pas être parfaitement claire, voire des fois exister mais ne pas être appliquée sauf dans certains cas. Donc tu te retrouves en tant que citoyen à ne pas savoir à quelle sauce tu vas être mangé et encore une fois ça laisse une appréciation, une liberté d'action énorme à tous les personnels de mairie qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues pour tes projets immobiliers. Directement en lien avec le point précédent, toutes les limitations de l'État dans l'immobilier. Alors qu'on est dans un pays qui traverse une crise du logement qui est sans précédent, où quand tu es jeune tu as du mal à te trouver un appartement ou alors à des prix qui sont complètement déconnants, tu te retrouves dans un pays où l'État sans cesse vient te dire comment tu dois mettre en location ton bien, ce que tu peux faire ou ne pas faire, et tu te retrouves dans des situations qui sont complètement ubuesques, avec notamment des mairies qui vont venir te mettre des permis de louer, où tu vas venir demander un permis de bon propriétaire pour pouvoir mettre ton logement en location pour prouver que t'es pas un marchand de sommeil, alors que bien évidemment les marchands de sommeil qui sont des fois des copains du maire, eux n'ont pas besoin de permis de louer, donc entre guillemets c'est toujours pareil, c'est finalement le citoyen qui respecte la loi qui sera embêté et le vrai escroc, le vrai
vrai délinquant, lui bien évidemment ne sera jamais inquiété. Tu te retrouves avec des situations comme tu as déjà pu voir dans la presse avec des marchands de sommeil parisiens qui louaient des immeubles, plusieurs centaines de milliers d'euros de loyer par an pour des simples lits qui étaient loués à des personnes irrégulières. Toi, si tu as le malheur d'avoir oublié de mettre une VMC dans tes WC, on va te dire que tu n'as pas le droit de louer ton appartement. Également, comme ça a pu nous arriver aussi, on va venir te dire que ton appartement est insalubre pour protéger un locataire et lui éviter de ne pas avoir de place dans le parc de logement social. Ils nous ont sorti, il y a un peu plus de 4 ans, leur nouveau DPE avec des interdictions de louer des appartements qui ne seraient pas assez bien isolés, alors que tout leur système d'évaluation du DPE fait qu'un manoir sans aucune isolation peut être DPEC. Toi, ton petit appartement qui a juste un petit chauffage électrique et un petit ballon d'eau chaude, il va se retrouver DPEG sans aucune raison. Alors même s'ils ont fait sortir quelques correctifs, on reste quand même dans une idée d'application de texte qui est assez mal pensée au niveau du DPE. J'en passe bien évidemment sur les taxes sur les logements vacants. Si t'es propriétaire en France, que tu décides de ne pas louer ton appartement parce que tu as pas envie de te heurter aux problématiques précédemment citées, tu vas te retrouver avec une taxe parce que bien évidemment tu n'as pas le droit de ne pas louer ton appartement dans un pays qui en manque. Tu peux aussi te retrouver avec un encadrement des loyers, c'est-à-dire que dans un monde où forcément c'est le jeu de la loi de l'offre et de la demande dans des villes qui sont chères, où forcément quand t'achètes ton immobilier cher, t'es obligé de pratiquer un loyer cher sinon t'es pas rentable et ça vaut pas le coup d'acheter. On va venir te limiter au niveau de ton loyer, tu vas devoir faire des pieds et des mains pour pouvoir justifier éventuellement que tu as droit à mettre une majoration de loyer dans certains cas. Si jamais tu décides de ne pas louer à des locataires à l'année mais de faire tout simplement de la location Airbnb comme le bon sens et la liberté d'entreprise te permet de le faire, on va venir te limiter qu'en fait tu sors des appartements, des locations à l'année et que du coup en fait ça vient retirer des logements du parc et que du coup les gens n'arrivent pas à se loger parce que tu es un méchant propriétaire qui fait du Airbnb. Bref, tu l'auras compris, on vit quand même dans un pays avec l'État qui en permanence vient s'immiscer sur tes problématiques immobilières et qui va venir essayer de t'expliquer ce que tu n'as le droit de faire ou de ne pas faire et qui dans de nombreux cas va te limiter, voire te mettre des bâtons dans les roues comme nous ça a pu nous arriver dans tes investissements immobiliers. On est en France, il faut bien évidemment parler de fiscalité, pays le plus fiscalisé du monde. En plus, actuellement on a quand même un gouvernement, une classe politique qui, alors même qu'on est dans une crise du logement, te dit que l'immobilier n'est pas rentable alors que ça compte pour à peu près 30% du PIB dans n'importe quel pays développé, mais l'immobilier pour eux c'est pas un secteur d'avenir pour des questions d'investissement. Donc bien évidemment on se retrouve avec une fiscalité qui est très lourde sur l'immobilier. Si tu fais de la location nue, tu es probablement dans le régime le moins favorable au monde pour de la location d'appartements et tu vas rapidement te retrouver dans des situations où tu vas quasiment payer autant d'impôts que ce que tu touches de loyer tous les mois, sauf si tu es un investisseur malin et que tu investis en SCI LIS, on en reparlera plus tard. Bien évidemment, il faut aussi parler des taxes foncières qui sont très lourdes et augmentent d'année en année. On est à peu près sur une augmentation de 30% des taxes foncières en 5 ans. Nous on l'a vu, nos premières taxes foncières qu'on a eues sur nos premiers biens en 2018, elles ont peut-être pas doublé, faut pas exagérer, mais certaines ont pris 40 à 50% depuis, donc c'est quand même pas négligeable. Et en plus, dans certains cas, par exemple, si tu décides de faire de la location en loueur meublé non professionnel pour essayer d'avoir une fiscalité un petit peu moins lourde, on va en plus te coller une cotisation foncière des entreprises parce que bien évidemment tu ne payes jamais assez d'impôts. Autre inconvénient qui est sans doute moins grave que les précédents, mais on est quand même dans un système en France où l'immobilier est lent parce qu'en fait on ne peut pas acheter rapidement un bien. Il y a des pays par exemple aux États-Unis où en 10 jours voire 2 semaines tu peux devenir propriétaire d'une maison, d'un appartement. En France tu auras minimum 3 mois de délai pour acheter un bien parce que dans tous les cas il y a les 2 mois de préemption de la mairie, mais entre le moment où tu visites, le moment où tu signes ton compromis, bien évidemment tu vas perdre pas mal de temps et ça peut monter jusqu'à 6 mois voire 8 mois si tu dois avoir un permis de construire et un accord de la banque. Ça peut vraiment être extrêmement long et ça bien évidemment ça te limite dans ta capacité à faire énormément d'opérations. Là je viens de te citer un peu tous les inconvénients que tu as à investir en France. Déjà rien qu'avec ça t'as envie d'arrêter ta vidéo et de me dire tout simplement mais Julien en fait j'achèterai jamais de bien immobilier en France avec tout ce que tu viens de citer. Attends, reste encore 5 minutes, je vais te donner le meilleur, je vais te donner les vraies raisons de pourquoi nous on a investi en France. Déjà on va parler d'un avantage qui contrebalance totalement le dernier que je viens de citer, c'est-à-dire les délais que tu as pour l'acquisition d'un bien immobilier. C'est un peu toute la protection que tu as autour de l'acquéreur. Faut savoir qu'on est quand même dans un pays qui est assez protecteur des particuliers via le droit de la consommation, par exemple si tu achètes sur internet, ce genre de choses, tu as un peu son équivalent dans l'acquisition d'un bien immobilier. Tu vas avoir beaucoup de choses qui vont venir te protéger. Faut savoir que nous on a la chance en France d'avoir des notaires, ça n'existe pas dans tous les pays du monde et pas sous la même forme que nous on a. Faut savoir qu'en France ton notaire est vraiment ton avocat de ton acquisition immobilière. C'est pour ça que nous on recommande toujours d'avoir son propre notaire sur nos opérations, c'est-à-dire que le vendeur prend son notaire, en soi tu pourrais te permettre de prendre le même notaire que le vendeur. Nous on recommande toujours de prendre un notaire acquéreur également, ça ne coûte pas plus cher en honoraires parce que les notaires vont se partager les émoluments qui sont dus au moment de la vente et tout simplement ça va te permettre d'avoir un vrai professionnel de l'immobilier qui connaît parfaitement le droit, de t'aiguiller, de pouvoir te conseiller quand tu auras des problématiques qui peuvent par exemple recouper les autres inconvénients qu'on a vus ensemble sur les autres points juste avant. Tu auras également droit à des délais de rétractation qui te permettront de réfléchir et d'éventuellement dire que tu n'achètes pas. Faut savoir également qu'en France ton offre en tant qu'acquéreur ne t'engage pas, c'est-à-dire que tu peux très bien faire une offre sur un bien qui est accepté par le vendeur et finalement ressortir de celui-ci, tout simplement parce que tu n'es pas engagé avant la
signature du compromis et l'expiration de ton délai de rétractation de 10 jours. Donc voilà, on est quand même dans un pays qui protège assez bien. Il y a en plus un dossier de diagnostic technique qui est dû par le vendeur et qui va venir t'informer de tout un tas de points que peut avoir le bien. Est-ce qu'il y a de l'amiante, est-ce qu'il y a du plomb, est-ce que le diagnostic est bon, est-ce que le diagnostic de performance énergétique est bon, est-ce qu'il y a des anomalies électriques, et ce diagnostic engage la responsabilité professionnelle du diagnostiqueur qui vient le faire. Donc là encore, c'est des choses qui viennent te protéger et qui te permettent d'éviter de faire des erreurs, alors que tu as beaucoup de pays où tu n'auras pas cette protection. Finalement, tu achèteras tout seul directement avec l'agent immobilier, comme ça se fait aux États-Unis, voire certains pays tu passeras par un avocat, mais qui parfois n'a pas une très grosse responsabilité professionnelle dans ton acquisition, ou par exemple comme en Espagne, tu passes devant un notaire, mais qui est un simple bureau d'enregistrement, n'est absolument pas un conseil. Et en plus en Espagne, tu dois par exemple donner ton séquestre au moment de ton offre que tu fais au vendeur. Si jamais tu n'achètes pas, même parce que tu n'as pas ton prix, tu ne seras jamais remboursé de celui-ci. Alors que par exemple en France, quand tu mets une clause suspensive d'obtention de prêt, si jamais tu n'as pas ton prêt, on te rembourse la totalité de ton séquestre que tu as déposé chez le notaire. Maintenant, je vais te parler du vrai avantage que tu as à faire de l'investissement immobilier en France, c'est le financement. Ça, on va pas se mentir, c'est pour ça que nous, on fait de l'immobilier locatif en France, c'est pour ça qu'on continuera à en faire. Et très sincèrement, si on n'avait pas le financement, on n'aurait jamais acheté de biens immobiliers en France, on aurait été dans d'autres pays, voire peut-être qu'on n'aurait pas fait d'immobilier du tout. Faut savoir que le financement, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier, donc c'est le fait que la banque va venir te prêter de l'argent et que tu vas pouvoir l'investir dans un bien immobilier, et qu'en fait ton taux de rendement que tu vas avoir sur ton bien immobilier, tu l'as en fait sur la totalité de la somme qui est prêtée par le banquier, et que tu vas tout simplement pouvoir t'enrichir non pas sur le capital que tu as apporté, mais sur la totalité de la valeur du bien. C'est ce qui fait que l'immobilier est toujours gagnant par rapport à un investissement en bourse, parce que par exemple, si tu prends la moyenne des taux de rendement immobilier en France qui doit être autour de 5%, tu te dis en fait c'est pas assez rentable par rapport à un investissement en bourse sur un ETF où je ferai à peu près 9 à 10% par an. C'est vrai, sauf que quand tu prends un prêt, tu feras non pas 5% sur le montant que tu as amené, comme ça serait le cas par exemple si tu achètes un ETF, mais tu feras 5% sur le montant total de ton opération, et donc sur de l'argent que tu as prêté le banquier. Faut savoir que l'effet de levier, c'est vraiment l'outil qui permet aux riches de continuer à s'enrichir, et ce qui te permet à toi, en tant qu'investisseur qui n'a peut-être aujourd'hui aucun patrimoine, de faire comme nous on a fait, d'acheter plusieurs millions d'euros d'immobilier, de se dégager plusieurs dizaines de milliers d'euros de loyer par mois. Bien évidemment, là je t'ai pris en plus un exemple sur de l'immobilier à 5%. Si tu fais de l'immobilier malin comme nous on a fait, tu peux bien évidemment aller sur des rentas supérieurs à 10%, auquel cas tu peux des fois même battre un investissement en bourse via directement l'apport que tu aurais fait, sans en plus compter l'effet de levier que t'apporte la banque. Dans l'obtention d'un prêt est ce qui fait que à travers le monde, beaucoup de gens investissent dans l'immobilier. Mais ce qui fait une particularité en France, c'est que les banques sont ultra friendly avec l'investissement immobilier, tout simplement parce qu'on est dans un marché qui est très stable, il n'y a pas de grandes amplitudes d'évolution des prix de l'immobilier en France, et de ce fait, les banques vont très facilement te prêter à 100 voire 110%. C'est-à-dire qu'en France, tu peux acheter un bien immobilier en ayant la banque qui te finance 100% du prix de la vente, et parfois même qui peut te financer tes frais de notaire et tes éventuels frais d'acquisition. C'est-à-dire qu'en France, tu peux t'enrichir des loyers d'un investissement immobilier en ayant mis 0 €. Ça a pu nous arriver, ça arrive à plein d'investisseurs qu'on accompagne aujourd'hui, et c'est vrai que c'est quelque chose qui te permet en fait de pouvoir faire autant d'opérations que tu veux, parce que c'est un petit peu comme si tu étais au Monopoly, que tu avais le financement illimité. En fait, rien ne peut t'arrêter, tu peux empiler les lots et devenir très rapidement propriétaire d'un grand parc immobilier. Tous les inconvénients qui existent en France sur l'investissement immobilier sont totalement compensés par la facilité à avoir du financement pour tes biens immobiliers en France. De manière raisonnable, la plupart du temps, la banque va te demander 10% d'apport, c'est ce qui compense les frais de notaire, mais elle te financera quand même 100% du bien, ce qui fait qu'avec 10 000 € d'apport, tu peux financer un bien entre 100 et 120 000 € à peu près. Les seules limites qui vont éventuellement s'appliquer à toi sont celles du taux d'endettement et particulièrement des conditions HCSF dont tu as dû sans doute entendre parler si tu suis un petit peu l'actualité immobilière. C'est des choses qui sont arrivées via l'impulsion de la Banque Centrale Européenne, qui a notamment demandé à la Banque de France d'être un petit peu plus sévère sur les politiques des banques pour l'obtention des crédits, notamment à destination des investisseurs locatifs. Alors oui, ça fait peur, tous les jours tu entends des gens qui ont essayé d'investir dans l'immobilier et à qui la banque a dit non, sauf que très souvent ces personnes n'avaient pas la bonne méthodologie pour aller voir la banque. On reparlera ça dans un prochain épisode, et surtout le plus important, c'est qu'elles n'utilisaient pas la SCI LIS, qui sera l'objet de notre prochaine vidéo, et je t'expliquerai pourquoi c'est là aussi un autre cheat code qui te permet de continuer à acheter de l'immobilier même quand tu as soi-disant explosé ton taux d'endettement, et qui te permet d'avoir du financement illimité pour te construire un parc immobilier de plusieurs millions d'euros. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère aussi que je t'ai convaincu que la France reste un pays intéressant pour investir malgré toutes les contraintes qu'on a, et qui est entièrement compensé par la facilité qu'on a d'avoir du financement. Dans la prochaine vidéo, je t'explique pourquoi la SCI LIS est un cheat code. A bientôt, c'était Julien, ciao.